Aujourd'hui, on va analyser un lancement marketing et pas n'importe lequel, on va analyser le lancement du podcast de Léna Situation. Je sais, vous m'attendez pas forcément sur ce terrain, je sais que je sors de ma sphère et en fait c'est fait exprès, c'est volontaire. J'adore étudier des dynamiques qui sortent de mon marché parce que moi j'ai des clients qui en général veulent sortir des codes habituels, qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est normé sur leur marché. Ils ont besoin de nouvelles dynamiques, de nouvelles perspectives. Donc c'est un peu de ma responsabilité, si tu veux, d'ouvrir le champ de vision et de pouvoir créer des stratégies hybrides. Et justement, je choisis l'exemple de Léna Situation parce que il y a quelque chose chez elle qui frotte dans le milieu de l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat en ligne, parce qu'elle peut être critiquée, sous-considérée et taxée de superficielle. C'est clivant, donc c'est le meilleur exemple pour pouvoir faire bouger nos croyances et apprendre. Et pour le coup, le lancement de son podcast, c'est une vraie masterclass en termes de communication sur les réseaux. On va voir pourquoi ensemble et surtout on va voir que c'est des choses que tu peux largement reprendre à ton compte pour ton activité. Avec cette vidéo, j'inaugure un concept qui m'amuse beaucoup, c'est le concept de la vidéo du bagel. Certains auront peut-être reconnu la référence au film Everything Everywhere All at Once. En fait, c'est simple, on va faire une analyse, donc ça va être riche. Pour accompagner cette analyse et pour que tu me suives bien dans mes arguments, on va utiliser des images qui vont être nos repères communs. Et ces images, je vais toutes les coller autour d'un bagel. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ce bagel. Et pour le coup, ça va être un bagel double saveur, c'est-à-dire qu'on va parler de deux grandes sphères, on va dire. La première, c'est la sphère social media, c'est-à-dire la dimension du lien dans la communication qu'on va analyser. Et la deuxième, ça va être une saveur personnalité branding, c'est-à-dire la dimension de qu'est-ce que Léna, elle incarne dans cette communication. Ça, c'est les deux premières images et on va ajouter toutes les autres autour du bagel pour que tu suives avec moi. Et en fin de vidéo, on aborde la partie que j'appelle de l'autre côté du bagel, c'est-à-dire qu'on va aller explorer qu'est-ce que tout ça peut nous dire, qu'est-ce que ça peut révéler, est-ce qu'il n'y a pas un sujet plus mystérieux, plus profond qui se cache derrière tout ça. C'est parti, on commence. Pour que tu suives avec moi, j'ai tout mis sur ce bagel. Premier point, je pense que ça se voit tout de suite quand on cherche un tout petit peu à regarder ce que fait Léna Situation, c'est qu'elle se met en scène avec autodérision. Ça va être vraiment le point clé pour comprendre toute la suite. Il y a de la légèreté, il y a de l'humour, c'est sans prise de tête. Elle s'est fait connaître notamment grâce à des vlogs, donc des vidéos où on la suit dans son quotidien, où elle exprime ses ressentis sur sa journée, où on la voit avec ses amis. Et tout ça avec toujours une certaine part d'autodérision. Un regard un peu avec du recul sur ce qu'elle est en train de faire. Ça permet tout simplement qu'on se sente hyper bien dans ses contenus, comme si on était en sa compagnie. Non seulement on est comme à la maison, mais on peut aussi s'identifier à elle. C'est ce qu'on appelle relatable, c'est-à-dire que on peut la voir dans des situations qui nous parlent aussi de notre quotidien et de notre façon d'être. C'est pas une image de perfection, c'est pas une image lisse, c'est pas une image distante. C'est quelque chose d'atteignable, voire quelque chose dans lequel on se situe déjà. On va voir un peu plus tard que c'est pas du tout en contradiction avec le fait d'avoir une image ultra soignée, ultra maîtrisée. Les deux peuvent se combiner, c'est-à-dire que relatable, c'est pas forcément à l'arrache. Et c'est vraiment important de dissocier ces deux idées-là. C'est pas parce que on veut être proche des gens et qu'ils s'identifient qu'on doit forcément être brouillon. Par contre, effectivement, là, c'est pour ça que j'identifie ça comme une clé. Il va y avoir cette autodérision et cette capacité à se mettre dans des situations qui, entre guillemets, ne la valorisent pas forcément. Pas en tout cas de la manière dont on a encore, parce qu'on est un peu long à la détente, l'impression qu'une célébrité devrait se valoriser. Pas d'une manière qui tend à la perfection. Je te donne un exemple très concret sur cette campagne autour du podcast. On est sur la fin de la campagne, on est au moment du pré-lancement, c'est-à-dire la veille de l'annonce officielle. Et là, il y a une vidéo qui sort dans laquelle tu vois Léna Situation en train de pousser un fauteuil sur une espèce de planche à roulettes dans la rue, sur un trottoir. Elle est toute seule, comme à peu près tout Parisien lambda qui galère pendant un déménagement, qui a acheté une chaise et qui la déplace en métro du magasin jusqu'à chez lui. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'habitais à Paris. Donc comment te dire que quand je l'ai vue se mettre en scène de cette manière, je me suis complètement identifiée. C'est une situation que je connais, que j'ai déjà expérimentée. Elle a une vraie position de galérien, elle a le dos courbé, et quand elle arrive à destination, elle n'arrive pas à faire passer le fauteuil dans le portique. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un portique dans un immense hall super beau d'immeuble
mais ça rappelle fortement le portique du métro. Donc on a vraiment cet esprit de parisien galérien qui est bien présent. On le sait en voyant l'image que c'est quelqu'un de pro qui filme, que c'est du très bon matériel, que c'est une très bonne lumière, que sa tenue est impeccable, que les plans sont très bien choisis. On voit que c'est pas vraiment quelque chose de fait spontanément à l'arrache, mais ça en a la saveur. En fait, ça crée une signature visuelle, une signature identitaire qui crée immédiatement de la proximité. J'ai beau savoir que tout ça est construit, le fait qu'on ait pensé la communication de cette manière, en incluant une situation que je connais et dans laquelle je peux m'identifier, ça crée nécessairement quelque chose de l'ordre du lien. Inconsciemment ou non, on se dit « Ah, elle est normale ». Elle essaie pas de jouer les divas, de se mettre sur un piédestal. C'est une situation normale dans laquelle elle prend le risque d'être normalisée. Et en fait, ça rassure et ça rend le personnage beaucoup plus sympathique, aux yeux de la majorité en tout cas. Ça, c'était le premier point, l'autodérision, et se mettre en scène avec autodérision, avec du recul sur son personnage. Rien que ce point-là, je suis sûre que ça peut te faire penser à plein d'autres figures médiatiques, et notamment plein d'autres figures médiatiques sur Internet actuellement, parce que c'est quelque chose en fait d'hyper actuel. Le deuxième point dans ce lancement que je trouve extrêmement intelligent, c'est qu'elle joue avec son audience. On est d'accord, c'est dans la continuité du premier point parce que ici aussi on joue sur la proximité, mais on est encore à un autre niveau. Personnellement, moi je trouve que c'est le vrai coup de génie de ce lancement. C'est pas nouveau, mais c'est juste très très bien exécuté. Et surtout, qu'est-ce qu'elle a de puissant entre les mains, Léna Situation, c'est son audience. C'est ça qui fait que tout son contenu explose, c'est ça qui fait qu'elle peut aujourd'hui lancer tout ce qu'elle veut parce que les personnes vont la suivre pour qui elle est. C'est son audience qui fait sa force. Donc ce serait un crime de ne pas jouer avec ça, de ne pas utiliser ça dans la communication. C'est central, c'est on va dire la colonne vertébrale de son business. Elle serait complètement folle de ne pas l'employer et en l'occurrence elle n'est pas folle. Pour t'expliquer un peu plus comment elle joue avec son audience, ça c'est l'image qui est apparue sur les réseaux de Léna plusieurs jours avant le lancement du podcast. Moi je l'ai vu apparaître dans mon feed, je suis pas assidûment les contenus de Léna Situation, mais je me suis abonnée pour faire une veille pour comprendre justement le marketing, la communication et ouvrir mes horizons. Et j'ai été tout de suite accrochée en fait par le teasing que ça crée. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis un peu en dehors de son audience. C'est-à-dire que je suis abonnée, mais je suis pas assidûment, je suis pas depuis longtemps. J'ai pas consommé une quantité folle de ses contenus. J'ai juste cherché à comprendre, j'ai analysé, donc je sais comprendre où elle est sur l'échiquier, tout ça. Mais je suis pas vraiment dans son audience, c'est-à-dire dans la partie vraiment cocon, proximale de l'audience. Et pourtant, ça a attiré mon attention, vraiment. Déjà parce que c'est une image qui sort du lot. Ensuite, parce que ça joue sur quelque chose qui est censé attirer notre attention. On est sur une affiche, comme les affiches de personnes qui ont perdu leur chat, ou dans des circonstances plus dramatiques, un membre de leur famille. C'est quelque chose qu'on est censé regarder, auquel on est censé porter attention. Ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que dans la rue, on va pas tant y porter attention. Alors que là, sur les réseaux, il y a un déplacement de contexte qui fait que ça vient accrocher beaucoup plus. Donc déjà, il y a ce petit décalage. Ça, c'était pour la parenthèse. Si je reviens au jeu avec l'audience, en fait, là, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a même un double jeu à minima, voire un triple ou un quadruple jeu. En tout cas, il y a un jeu à plusieurs niveaux de proximité d'audience. Ce qu'on voit de la façon la plus évidente, c'est que il y a un jeu avec l'audience qui la connaît. Ce canapé dit quelque chose visiblement aux personnes qui la suivent. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre des commentaires. Ce canapé a l'air d'être une sorte de symbole connu à l'intérieur du groupe. Pour les fans qui la suivent déjà, il y a un effet, je vais être encore plus coachée aux publications. Ils voudront savoir en premier, ils voudront être là quand ça arrive. Donc ça crée l'événement en fait, ça fait événement. D'autant plus que la forme qui est employée, en fait ça crée une espèce d'effet d'enquête. On est à la recherche de quelque chose. Donc tout de suite ça embarque les gens dans un mouvement commun. Et ensuite il y a ceux qui viennent de l'extérieur qui connaissent pas, qui font pas du tout partie des fidèles, donc qui sont à un autre niveau et qui vont voir ça, ça va accrocher leur attention comme ça a accroché la mienne, et qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette recherche de canapé ? Est-ce qu'il y a une blague à comprendre ? Est-ce qu'il y a un truc ? En général, quand on comprend pas la blague, c'est là qu'on va dans les commentaires. Il y a plein de reels vraiment très désagréables qui jouent là-dessus, qui font exprès
de faire quelque chose d'incompréhensible ou de mettre un extrait de film où on ne connaît pas la suite, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans les commentaires et on va chercher celui qui va nous sauver en donnant la finalité. Et là, ça peut créer une émulation de ce genre. On est en recherche de savoir ce qui se passe. C'est un vrai bon teasing, c'est un vrai bon jeu avec l'audience, et encore une fois, c'est d'autant plus excellent que ça joue sur tous les niveaux d'audience. C'est pas seulement réservé aux fidèles, c'est pas seulement pour aller chercher des personnes à l'extérieur, on joue vraiment avec tout le monde et tout le monde peut être embarqué là-dedans. Elle sait se faire attendre, elle sait créer l'événement avec finalement peu de choses, mais peu de choses bien pensées. Et pour finir là-dessus, en fait, et aller encore un tout petit peu plus loin dans l'analyse, ce qui se passe avec les fidèles, c'est que ça renforce la notion de clan, la notion de on est en famille, nous on sait de quoi elle parle, on reconnaît, on est dans une sorte de bulle ensemble. Donc ça les rapproche encore plus. C'est ce qui va se passer par exemple si on regarde ce qui se passe autour de Taylor Swift, qui est énorme. Il y a une espèce de communauté de fans qui entre eux sont une espèce de clan. On est peut-être moins dans une espèce de folie furieuse ici, mais on est dans la même dynamique sociale. C'est un peu comme une private joke. Tu sors une blague pendant un dîner et il va seulement y avoir tes potes les plus proches qui vont la saisir, et ça va renforcer vos liens et renforcer votre complicité. Et pour ceux qui débarquent, ça crée une espèce de mystère. Certains semblent saisir, c'est intriguant, on a peut-être un petit peu envie de faire partie du clan, de se rapprocher en tout cas, pour mieux voir. Là, c'est vraiment complètement joué sur la curiosité. Et c'est un des trucs les plus puissants en communication, parce que l'humain est hyper curieux. Je donnais l'exemple des reels de mauvaise facture juste avant. C'est quelque chose qui est très agaçant, mais qui marche extrêmement bien. Ces reels font beaucoup de vues, et pourtant ils agacent beaucoup de monde, parce qu'on veut savoir. Et comme on veut savoir, on va dans les commentaires, et comme on va dans les commentaires, on passe beaucoup de temps sur ce contenu-là, et il passe en boucle, et ça fait des vues. Et du coup, il est proposé à plus de monde. C'est aussi simple que ça. Je parle souvent du symbole dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes interventions. On vient concentrer en fait plein de concepts et plein d'idées sur un symbole. C'est un symbole visuel bien fort, parce que c'est un gros canapé bien rose, et en fait tout va se concentrer autour de ce symbole visuel. Bon, jusque-là, on était dans le côté très social, on va rentrer plus dans le côté identité, branding, et en l'occurrence posture d'autorité, parce que Lena Situation, d'accord, c'est la bonne pote qui est proche de nous, mais elle sait aussi utiliser les arguments d'autorité qu'elle a en sa possession. Par contre, elle les utilise d'une manière qui est assez fine et qui est assez particulière. Donc troisième partie, elle utilise les arguments d'autorité en sa possession. En l'occurrence, j'ai trouvé que dans ce lancement, elles avaient gardé pas mal pour la fin, c'est-à-dire qu'elles gardent vraiment tout le suspense autour de ce canapé pendant plusieurs jours. Et à la fin, elle va balancer vraiment en bloc tous les arguments d'autorité qu'elle a. On voit ça juste après. Il y a juste quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en parallèle de ce lancement, il y a un post qui est sorti, je vous fais une capture ici. Le magazine a publié un sondage, je crois que c'était auprès des jeunes filles, les personnalités les plus influentes chez les jeunes filles. Et Lena est dans le top 3, donc elle l'a partagé à plusieurs reprises, en story, en publication, ce qui est normal. Et c'est intéressant de regarder comment elle a partagé cette publication en parallèle du lancement du podcast, parce que ça va nous éclairer aussi pas mal sur comment elle arrive à faire autorité sans énerver toute la populace. On remarque qu'en fait elle partage juste la publication, donc une publication qui vient d'ailleurs, elle repartage, et en story elle a mis un petit emoji, un emoji avec des petites larmes, un peu reconnaissant quoi. Et basta en fait, pas un mot dessus, il n'y a pas de grand discours de remerciement, il y a vraiment juste un repartage, tenez je vous affiche ça, et c'est tout. Et ça en fait je trouve que c'est très représentatif de son mode de communication. En général, il y a ce côté regarder le truc de ouf que je fais, et puis je le fais, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Il y a pas de surenchère. Il y a quelque chose de très simple dans la manière de montrer sa réussite. Le jour du lancement du podcast, où pour le coup, il y a eu une communication beaucoup plus détaillée sur qu'est-ce qui allait se passer, où il allait être publié, quels allaient être les premiers invités. Il y a eu une sorte de bombardement d'arguments d'autorité d'un coup, c'est-à-dire que c'est pas le petit podcast que tu lances depuis ta chambre, c'est un podcast qui vient se poser tout de suite sur la scène quoi. Déjà on a une vidéo ou une photo d'un écran avec Disney+ qui s'affiche, donc on sait que ça va être diffusé sur Disney+, gros argument d'autorité.
Ensuite, on a le partage du podcast sur Spotify. En l'occurrence, il sera, je crois, sur toutes les plateformes. Donc on sait que tous les fidèles vont se ruer dessus et s'abonner. Donc ça va déjà créer un argument d'autorité en soi, puisqu'il va y avoir des personnes qui sont déjà présentes. Et ensuite, premier invité, qui n'est ni plus ni moins que Rihanna. Donc le podcast est lancé sur un épisode avec Rihanna sur le fameux canapé rose. On était sur une vieille affiche, sur un poteau qui se déchire par petits bouts pour rechercher un canapé perdu, avec une photo pas très bien prise, et on va se retrouver d'un coup avec quelque chose qui prend une toute autre ampleur en fait. Mais encore une fois, c'est juste dit, posé, et basta. Il n'y a vraiment pas de surenchère autour de ça. Mieux encore, la façon dont, en tout cas moi, j'ai vu Lena Situation communiquer autour du fait que c'est Rihanna qui sera la première invitée, c'est le repartage d'une publication ou d'un message privé, je ne sais plus, je vous mets la capture ici si je l'ai. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui envoie un message avec cette photo. Donc c'est même pas elle qui le dit, c'est elle qui repartage quelqu'un qui lui dit que, avec humour encore une fois, avec de l'autodérision. Et elle sème des petites choses comme ça, qui sont des infos assez énormes, mais qui sont posées comme quelque chose de... comme un petit grain de sel sur le plat, quoi. C'est pas Lena qui en fait des tonnes sur son invité, encore une fois, on joue sur le lien social. Elle joue énormément sur le lien social, sur le lien avec son audience, sur le lien avec ses amis. C'est vraiment une personnalité qui incarne quelque chose de très social. Et donc, c'est très moderne. Par définition, on est à l'ère des réseaux sociaux, des social media. C'est dans le nom. Et c'est souvent la partie qui est la plus oubliée, en fait, dans la communication des entrepreneurs notamment. Alors que quand on va voir du côté, c'est pour ça que j'ouvre, des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs, tout est dans le social, tout est dans le lien avec l'audience. Et il y a différentes façons de créer du lien. Il y a différentes formes de réseautage social. Mais c'est le truc central en fait. Donc si on l'oublie, on passe à côté de qu'est-ce que c'est la communication aujourd'hui. Je reviens sur les arguments d'autorité. Donc là, la conclusion, c'est quoi ? À aucun moment, Lena Situation, elle se prive de montrer sa réussite et de montrer que elle en impose quand même sur cette scène-là. Elle montre ça sans tabou. Je l'ai déjà vu dans des vlogs s'habiller avec des vêtements haute couture. C'est super intéressant parce que on n'est pas dans une grosse mise en scène en mode star. Elle est chez elle dans son appart. C'est la réalité en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir des loups-boutins, une super robe haute couture et t'habiller au milieu de ton salon en trébuchant. Et c'est juste une espèce de combinaison comme ça. On en reparle juste après, parce que je prends toujours un peu d'avance. C'est une espèce de combinaison qui la rend très attachante. Lena, c'est la fille d'à côté, c'est ta pote. D'accord, c'est ta pote qui marche en loup-boutin sur un tapis rouge, en toute détente. C'est celle qui va voir des défilés en tenue de créateur, qui rafle la plus grosse part d'audience sur YouTube en France, à savoir le moteur de recherche le plus utilisé au niveau mondial. À cet endroit-là, en fait, elle est numéro 1 en France. Mais ça reste ta pote d'à côté, la voisine de palier, celle que tu peux croiser à la boulangerie, en terrasse, d'un café, tu vois. Et puis c'est pas non plus la star dans le sens où on l'entend encore aujourd'hui. Parce qu'on est resté sur cette image, je ne sais pas pourquoi, de la star inaccessible. Je pense que les nouvelles générations n'ont pas forcément cet effet-là. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je suis née à une époque où il n'y avait pas Internet, où on n'avait pas de smartphone. Donc, je fais partie encore des rares humains qui ont connu autre chose. Il y avait vraiment un rapport à la célébrité qui était très différent, avec des personnalités qui étaient très distantes, dans le sens où on n'avait pas accès à elles. On pouvait les voir à la télé. Je suis née à l'époque de la télé, donc c'était vraiment ça, notre média principal. On pouvait les entendre à la radio. Il y avait une distance comme ça. Alors qu'avec Internet, il y a quelque chose qui est arrivé, et avec les smartphones, qui est de la proximité. On les a dans notre poche, les gens. Ils envoient des messages, il y a quelque chose d'instantané, il y a un échange direct. Une grande quantité de contenu en plus qui peut être partagé, donc il y a un suivi au niveau timing qui est proche aussi au niveau du temps. On peut en live partager ce qu'on fait
là tout de suite et les gens nous envoient des commentaires et on peut y répondre en live. On peut envoyer en différé qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. Léna elle fait les vlogs d'août par exemple, c'est un gros truc dans sa sphère. Les vlogs d'août c'est un gros truc, elle raconte tout son mois d'août et on la suit dans tout ce qu'elle fait. Il y a une énorme proximité et la notion de célébrité elle a complètement changé en fait. Et la notion d'autorité aussi a complètement changé. Ça c'est une notion sur laquelle je vois beaucoup d'entrepreneurs en difficulté dans mes accompagnements. Quand on parle de posture d'autorité, il y a beaucoup de croyances là-dessus et de croyances qui sont plus du tout actuelles. On se dit je suis pas capable d'avoir cette posture d'autorité. Tu regardes entre guillemets une petite gamine, je me permets, comme Léna Situation qui a une énorme posture d'autorité, qui joue de sa posture d'autorité. Elle n'est pas du tout dans le cliché de ce qu'on pourrait attendre quand on parle d'autorité. Et pourtant, c'est l'autorité principale sur son marché. T'es pas obligé de changer ta personnalité pour faire autorité, en fait. C'est vraiment ça le message qu'elle incarne, et puis qu'elle envoie, et qui aussi fait du bien aux personnes qui la suivent. C'est qu'elle incarne quelque chose d'hyper actuel, qui est mais regardez, on peut faire ça. On est libre de rester comme ceci et pourtant de faire ça aussi. Et cette espèce de grand écart-là, ça nous amène justement à ce qui se trouve de l'autre côté du bagel. On va pas réinventer tout ce qu'on vient de dire, simplement on va le combiner pour arriver à une conclusion. Et surtout pour expliciter c'est quoi la combinaison business gagnante de Léna Situation à travers sa communication. Et pour moi, cette combinaison, elle rejoint quelque chose que j'enseigne depuis plusieurs années aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est ce que j'appelle l'attraction paradoxale, c'est-à-dire prendre deux facettes de ta personnalité et de ton univers qui semblent complètement contradictoires et les faire fonctionner en parallèle dans ton identité. Donc c'est créer en fait un branding qui fait fonctionner conjointement deux facettes apparemment opposées. Et ça crée une espèce de point de fascination. Parce qu'il y a un mini-bug, et en même temps ça marche bien, et du coup, encore une fois, on va jouer sur la curiosité. Si on regarde sous l'angle qu'on a choisi, en tout cas, que les deux facettes, ça va être proximité et puissance. Elle est girly, mais en même temps elle est dans le girl power, elle est sympathique, en même temps elle est professionnelle, c'est relatable et en même temps c'est ambitieux, c'est choupi, mais parfois elle va frôler l'image de femme fatale. Donc on est vraiment dans un entre-deux, toujours un peu mélangé, qui va osciller plus d'un côté, plus de l'autre. Il y a des moments où c'est Léna en pyjama, crevée en fin de journée, qui se couche littéralement, et il y a des moments où c'est Léna sur un tapis rouge avec une tenue incroyable, paillettes, qui interviewe des stars. Et il y a plein de petites choses dans ce lancement qui, je trouve, rejoignent cette posture-là. C'est-à-dire que tu vas passer de Léna qui pousse son petit fauteuil dans la rue sur le trottoir courbé et qui galère à le faire passer dans le portique à le jour du lancement, Léna qui s'installe au milieu de cet immense canapé rose dans ce grand studio et là il y a la caméra qui est éloignée, qui fait un plan large et elle est toute seule sur ce canapé. Là c'est pas Léna et ses potes, c'est pas un groupe, c'est elle qui règne en maître sur cet univers, tu vois. Il y a quelque chose de très épuré et en même temps, là, ça fait autorité. Une autorité chill. Parce qu'elle se met confort sur le canapé. C'est pas comme un trône, tu vois, mais ça emprunte à la symbolique. Donc il y a un mélange comme ça qui est super intéressant. On a la version apprêtée qui revient souvent parce que c'est une personne qui aime prendre soin d'elle, qui aime la mode, du coup qui va avoir souvent des coiffures bien travaillées et qui va avoir des super outfits et tout. Là en l'occurrence j'ai trouvé que par rapport en tout cas à l'introduction je galère dans la rue, on avait une personne qui était super apprêtée. Il y a quand même quelque chose de très professionnel dans l'image qui entoure ce podcast, qui se mêle au côté chill sur le canapé. Pour faire une comparaison sur ce qui peut exister aux États-Unis, on a Drew Barrymore qui fait des interviews comme ça, sur un canapé, elle replie ses jambes, elle prend des postures improbables pour les interviews, c'est vraiment soirée pyjama en fait, et puis elle pose des questions hyper intimes et personnelles à ses invités. Je pense que ça doit faire partie des inspirations, parce qu'effectivement il y a quand même ce truc de on crée un cadre intime. Et ça m'étonnerait que les interviews soient
uniquement centré sur le côté pro à mon avis, et j'ai vu quelques petits passages arriver qui me confirment ça. On va essayer de poser des questions qui nous parlent un petit peu plus de la personne et du ressenti. Il y a certainement une ligne éditoriale qui va en continuité avec le branding de Lena et tout ce qu'elle incarne depuis le début. Il y a une cohérence. T'as beau en fait aller vers des stars internationales, sur un gros podcast sur Disney+, sur un énorme canapé dans un studio, avec des tenues de créateurs, t'as tout ça. Et dans le même temps, là où elle arrive à faire un coup de génie, je trouve, Lena, elle garde sa cohérence identitaire, celle qu'elle a depuis ses débuts. Il y a vraiment quelque chose de « je garde l'âme de mes débuts » qui est très maîtrisé. Peut-être c'est sincère, peut-être c'est naturel, mais même si c'est sincère et naturel, pour moi ça demande de la maîtrise en termes de communication. C'est bien joli le mythe de « je vais rester authentique et basta », mais en fait une image ça se travaille. Et je pense en l'occurrence que la base authentique, elle est récupérée pour travailler l'image à grande échelle. T'as une espèce de goût d'amateurisme, mais c'est tout sauf amateur. Et en même temps, ça garde cette saveur. Je suis avec Lena, ma pote, à la maison, chill. Ça, pour moi, c'est vraiment l'exploit qu'on peut reconnaître à cette personnalité. C'est qu'elle a su adapter son branding à l'évolution de sa carrière. Elle a su maîtriser son image quand le succès est arrivé. Quand on a une audience comme ça, qui est très très proche, presque dans l'intimité, qui est dans l'intimité d'ailleurs, il peut y avoir cette espèce de sentiment de trahison, quand il y a une grosse ouverture comme ça, un succès, et puis peut-être une distance qui se crée. Si elle n'avait pas fait attention, elle aurait pu perdre les personnes qui la suivent depuis le début. Et là, je pense qu'il y a une vraie attention à rester dans le lien avec les personnes du début, et ce qui fait que c'est ça qui maintient la cohérence en fait. Et ça aussi, c'est une leçon qu'on peut tirer, parce que très très vite, mais alors très très vite, même dans la première année d'entrepreneuriat, je vois des personnes qui commencent à créer une mini-audience et puis qui la délaissent, la sous-estiment, la sous-considèrent. Ils vont laisser en plan les personnes parce qu'elles sont pas assez nombreuses, parce qu'elles achètent pas assez, parce que ceci, pour quelque raison que ce soit. Des personnes qui apprécient ce qu'elles font et qui les suivent, elles vont les laisser en plan. Et elles vont pas les coucouner, et elles vont pas rester en lien avec elles, et elles vont changer complètement d'identité, en rejet en fait. Et du coup changer d'audience. Or quand tu lances un produit par exemple de groupe et que tu as l'ambition d'avoir plein de gens, si au final t'as quoi, 2-3 personnes qui viennent, bah ces 2-3 personnes, si t'es en rejet parce qu'elles sont pas assez nombreuses, parce que c'est pas les gens que tu voulais, parce que ceci, cela, tu vas les perdre, et tu vas perdre toutes les personnes qui leur ressemblent, et tu recommences à zéro à chaque fois en boucle. Alors que il y a des personnes qui sont là, qui sont intéressées, qui ont envie de ce que tu proposes, sois présent pour elles. Tu peux les choyer. Et ces personnes-là seront peut-être le noyau en fait qui va te permettre de te déployer plus tard. Il y a vraiment une espèce de respect des origines qui, je trouve, là sert énormément dans son évolution. Elle arrive à ne pas perdre le bénéfice de la relation affective et intimiste qu'elle a créée avec l'audience des premiers jours. Et en même temps, elle arrive à ne pas faire l'autruche, pas faire semblant qu'il ne s'est pas passé des choses entre temps et qu'il n'y a pas une image qui a explosé, qu'elle n'a pas gagné beaucoup d'argent, et elle arrive à pas faire semblant que ça n'a pas changé. Il y a une transparence sur les fringues de luxe, il y a une transparence sur les partenariats, il y a une transparence sur les événements auxquels elle assiste, sur les personnes qu'elle rencontre, sur les possibilités qu'elle a aujourd'hui. En fait, si j'utilise un autre mot, je dirais qu'elle a normalisé sa réussite, dans le bon sens du terme. Pas dans le sens où il y a du mépris ou de l'indifférence, dans le sens où, voilà, on en est là, on le sait, on le montre, on va pas en faire tout un plat. Et ça, je trouve ça très très puissant. Dans son contexte, par rapport à ce qu'elle incarne, elle, c'est très puissant. Si demain, toi, tu commences à faire ça alors que ça n'a aucun rapport avec le schmilblick, ça n'a pas de sens. Mais dans le fil qu'elle développe par rapport à ce qu'elle incarne, c'est extrêmement puissant. Alors, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas sincère? Est-ce que c'est complètement fabriqué? Est-ce que c'est de la superficialité, de la manipulation? On peut entendre tout et n'importe quoi. Moi, ma posture, c'est on sait pas. On sait pas. Moi, je la connais pas personnellement, cette fille. Je la suis, je ne sais pas exactement qui elle est. Je ne sais pas ce qui est beaucoup mis en scène, un peu mis en scène, ou pas du tout. Ce que je sais, en revanche, c'est que c'est très facile de bougonner dans son coin et de mettre un commentaire désagréable et de dire que c'est du fake et de dire que c'est pour faire de la thune. C'est très facile et ça mène à rien.
Parce que tu peux avoir ton opinion sur le sujet, mais aussi bien que moi, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, tu sais pas. Tu sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je constate. Et je constate quoi dans les faits? C'est que c'est une excellente communication. C'est que c'est un branding qui est extrêmement bien travaillé sur la durée. Ce que je vois surtout, c'est que ça marche parce qu'elle répond à un besoin social très actuel. N'en déplaise aux détracteurs, ça répond à un vrai besoin. C'est pas juste du divertissement. Il y a un besoin de proximité, de lien, de se reconnaître quelque part. Il n'y a plus les mêmes besoins aujourd'hui en termes de divertissement. On passe plus notre temps de la même manière. Et notamment les plus jeunes, je crois qu'il y a un vrai besoin de se reconnecter au niveau du lien à des personnes qui nous semblent proches. Les personnes qui sont nées dans un monde où on fait tout à distance, à travers des écrans, à travers des machines. Imaginez à quel point ils peuvent être en manque de lien, à quel point c'est quelque chose qui va être central de créer d'autres formes de liens, d'autres formes de mise en lien, d'autres formes de proximité. Ça peut être évident pour des générations comme la mienne ou celles qui sont nées avant moi de se dire il suffit d'éteindre les écrans et de se retrouver. C'est beaucoup moins évident, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas né dans un monde où c'était la norme. Et c'est pas une évidence avec les moyens qu'on a actuellement et les entraves qu'on a actuellement à pouvoir se retrouver. Il y a une proximité à travers les réseaux qui peut exister, il y a un vrai lien qui peut exister, et ça n'empêche pas de pouvoir se retrouver en face à face, et c'est aussi quelque chose qui revient de plus en plus. Ça n'empêche pas, ça ne supprime pas, mais ça a de la valeur et ça répond à un besoin social actuel. Aujourd'hui, les personnes qui sont des personnalités qui sont mises sur le devant de la scène, de plus en plus les personnes qui arrivent à briser ce quatrième mur, c'est-à-dire à utiliser les réseaux pour en fait faire l'inverse de ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire créer de la proximité, de l'interaction réelle avec les personnes qui sont présentes dans leur audience. Et même si moi je suis jugeante et que je suis la première à avoir des choses à critiquer, j'ai su mettre ça de côté et m'approcher pour regarder et réellement comprendre ce qui se passait. Au départ, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, je vais aller regarder. Qu'est-ce qu'ils font ces youtubeurs? Qu'est-ce qu'ils font ces influenceurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui ont envie de s'approcher de ça? Et en regardant de plus près, j'ai compris qu'il y avait une vraie valeur, qu'il y avait un vrai intérêt, mais en plus qu'on avait énormément de choses à apprendre d'eux. Parce que quand tu étudies les dynamiques humaines et entrepreneuriales qui accompagnent toutes ces sphères-là, il y a plein de choses qui rejoignent des zones de déni très présentes dans le reste du business en ligne, on va dire. Donc j'ai compris que non seulement ça avait sa place dans le paysage, mais que je pouvais apprendre et que beaucoup de monde pouvait apprendre de Léna Situation et de ses collègues sur YouTube, de ses collègues influenceurs. Actuellement, je suis en train d'étudier d'autres zones encore plus clivantes, encore plus critiquables. Peut-être que je vous partagerai mes conclusions. C'est vraiment quelque chose qu'on mérite à regarder de près et à regarder avec un renouvellement de notre jugement. Vraiment. Et je pense que toi aussi, tu peux beaucoup apprendre de ça, que tu peux tirer des leçons, que tu peux t'approprier certaines choses pour ta propre évolution et l'évolution de ton entreprise. Et si tu as envie qu'on travaille ça ensemble, bien sûr, tu peux venir me voir plutôt que de faire ton étude et de passer des heures et des heures comme moi, des dizaines d'heures à regarder sous toutes ces coutures ce monde-là. Tu peux directement entrer en contact avec moi et profiter de cette expérience que je te transmettrai par rapport à ton cas particulier.